Dans ses discours, il ne parlait pas de gloire ni de vengeance, mais d'équations concrètes. Des routes rouvertes, des marchés protégés, des écoles sécurisées. Le pari était colossal. Échouer signifiait replonger des millions de personnes dans le doute et la dépendance. Mais s'il réussissait, le Sahel deviendrait un laboratoire de souveraineté, capable de prouver qu'un continent pouvait concevoir, exécuter et sécuriser son propre avenir. Derrière chaque missile, il voyait une équation économique. Derrière chaque discours, une attente humaine. C'est cette promesse, transformer la peur en système, l'urgence en méthode, qui fit naître une confiance neuve dans les villages, des murmures d'espoir portés par le vent brûlant du désert. 2 semaines avant Tindiban, un message chiffré intercepté par les services du Burkina et du Mali changea le cours de l'histoire. Pour la première fois, 3 armées africaines partagèrent leur flux d'informations sans intermédiaire étranger. C'était la mini-révélation qu'attendait Ibrahim Traoré. La souveraineté pouvait désormais se mesurer en gigaoctets. 12 drones furent déployés, 9 centres de coordination activés, 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Derrière ces chiffres, un mot d'ordre, rapidité. Dans une région où chaque décision prenait jadis des semaines, le réseau AES permit des réactions en temps réel, traçant une frontière nette entre dépendance et autonomie. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures dont la présence s'était peu à peu confondue avec la lassitude des populations. Les villages d'Arbenda, de Tessit ou de Tindiban vivaient sous la menace constante, ensevelissant leurs morts pendant que les chancelleries rédigeaient des communiqués. C'est dans cette inertie qu'Ibrahim Traoré forgea sa conviction. La paix importée ne prend jamais racine. De cette certitude naquit l'idée d'une alliance du terrain, ancrée dans la connaissance locale et la technologie artisanale. Les ingénieurs sahéliens relièrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes. Les officiers, souvent formés à l'étranger, revinrent enseigner des méthodes adaptées à leur géographie. Ce mélange d'intelligence humaine et de pragmatisme régional posa les bases d'une doctrine nouvelle. Frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Le décor était planté. Tindiban ne serait pas une bataille improvisée, mais la démonstration méthodique qu'une Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin. Au cœur de la stratégie AS, un visage s'imposa. Ibrahim Traoré, jeune officier devenu symbole d'une souveraineté en acte. Plutôt que de diriger depuis un bureau climatisé, il quitta Ouagadougou pour un poste avancé près de la frontière malienne, un geste risqué qui fit école. Autour de lui, des figures moins connues jouèrent un rôle décisif. Ingénieurs, logisticiens, analystes, techniciens de terrain. L'un d'eux, originaire de Niamey, transforma un drone civil en outil de cartographie militaire grâce à des composants récupérés sur un marché local. Ces gestes minuscules, répétés des centaines de fois, renversèrent la dynamique du conflit. Dès la première semaine, les villages frontaliers ressentirent la différence. Les routes jadis coupées furent rouvertes. Des camions de ravitaillement burkinabés et maliens traversèrent à nouveau le désert. Les habitants, étonnés, saluaient des uniformes africains sans insignes étrangers. Pour la première fois depuis longtemps, la confiance semblait revenir avec la poussière du vent. Ibrahim Traoré mesura alors que la victoire ne se comptait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance restaurée. Chaque geste local devenait un acte politique. Cette transformation psychologique précéda la victoire militaire. Elle donna au Sahel un souffle d'unité et de dignité, forgeant la conviction que la compétence pouvait être locale, la stratégie africaine et la réussite mesurable. Le 14 octobre 2025 à l'aube, les premiers signaux furent maintenant captés sur le réseau de renseignement sahélien. Moins de 30 minutes plus tard, Ibrahim Traoré donna l'ordre d'exécution depuis un poste avancé près de Dori. Pas de longues réunions, pas d'autorisation diplomatique, l'alliance des États du Sahel se mettait en marche seule. Les SR-5 burkinabés ouvrirent le feu, traçant des arcs lumineux au-dessus des dunes. Chaque impact était calculé d'après les coordonnées envoyées par les drones maliens. Puis, la cavalerie légère nigérienne entra dans la danse, motorisée, rapide, silencieuse. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé sur 3 axes. Le bruit, la poussière, la précision, tout convergeait vers un seul objectif, empêcher l'ennemi de respirer. Pendant ce temps, à Bamo,
le centre de commandement AES tournait à plein régime. Des écrans affichaient des images thermiques, des flux radio et des signaux GPS bricolés localement. L'ingénierie africaine remplaçait la dépendance satellitaire. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, observait en silence. Il savait que chaque minute gagnée devenait un argument pour l'autonomie du Sahel. La deuxième phase commença vers 9h. Les troupes au sol encerclèrent les dernières poches de résistance. Un ancien capitaine malien raconta plus tard « Il ne s'attendait pas à nous voir venir du sud, ni aussi vite. L'effet de surprise fut total. Les motos ennemies, souvent leur arme principale, furent détruites en quelques salves. Sans carburant, sans communication, les cellules terroristes se désintégrèrent les unes après les autres. Vers midi, la poussière de Tindiban retomba. Les transmissions radio cessèrent. Les soldats avancèrent dans un silence irréel, découvrant des cartes et des ordinateurs encore allumés. Aucune perte du côté sahélien. Ce fut le premier miracle, celui qu'aucune puissance étrangère n'avait jamais accompli ici. Une victoire sans cercueil. L'après-midi, les convois AES transportèrent l'épreuve du succès vers Niamey. Documents, armes, disques durs. L'analyse révéla un réseau logistique s'étendant jusqu'à la Libye et au Soudan. Cette découverte transforma la victoire tactique en atout stratégique. Ibrahim Traoré, debout devant la carte du Sahel, déclara simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Quand le soleil disparut derrière les dunes, le silence revint sur Tindiban. Mais ce silence n'était plus celui de la peur. C'était celui d'un continent qui venait de se souvenir de sa force. Pour la première fois, 3 armées africaines avaient coordonné une opération complète sans soutien extérieur, transformant un terrain d'épreuve en symbole de renaissance. Les chiffres de Tindiban ne sont pas des slogans, mais les mesures d'un basculement historique. En moins de 48 heures, 123 km² de territoire furent sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et pas une seule perte du côté sahélien. Chaque donnée racontait la même histoire. Coordination, vitesse, précision. Pour Ibrahim Traoré, ces nombres n'étaient pas des trophées, mais la preuve qu'un modèle opérationnel africain pouvait rivaliser avec les standards internationaux. Passons maintenant aux indicateurs clés. Le premier est celui de la vitesse d'intervention. Avant la création de l'AES, la réponse moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à moins de 6. Cette réduction de 91% bouleversa la perception du temps décisionnel en Afrique de l'Ouest. Chaque heure gagnée signifiait des vies sauvées et des villages préservés. Le deuxième indicateur concerne la densité logistique. 9 corridors furent tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre, en apparence technique, représentait une révolution. Pour la première fois, 3 nations sahéliennes avaient soutenu une opération militaire commune sans dépendre d'aucun fournisseur étranger. Carburant, munitions, maintenance, tout fut planifié et exécuté localement. Dans les entrepôts improvisés de Gao et de Dori, un mot circulait. Nous sommes nos propres logisticiens. Le troisième indicateur porte sur la confiance civile. Les enquêtes menées après l'opération révélèrent qu'à Tindiban, 84% des habitants déclaraient avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales. Un chiffre inédit dans une région où 10 ans plus tôt, le taux ne dépassait pas 30%. Cette progression ne relevait pas d'une statistique abstraite, mais d'une mutation psychologique majeure. La sécurité ne venait plus d'ailleurs, mais d'ici. Enfin, la donnée la plus symbolique restait l'absence totale de pertes humaines du côté AES. Interrogé par un journaliste à Niamey, Ibrahim Traoré répondit « Ce n'est pas la victoire du hasard, mais celle du calcul et du respect de chaque vie africaine. » Derrière cette phrase se dessinait l'ossature d'une doctrine « frapper fort, mais frapper juste ». Les académies militaires de Bamako et de Ouagadougou commencèrent à enseigner cette équation simple. Intelligence plus mobilité plus unité, souveraineté mesurable. Ces chiffres, vérifiés et diffusés, ne construisaient pas seulement un récit, ils bâtissaient une norme.
Le Sahel, longtemps réduit à des statistiques de pauvreté, s'offrait désormais un vocabulaire nouveau, celui de la performance. Et c'est dans cette rigueur, cette précision presque scientifique, que résidait la véritable victoire d'Ibrahim Traoré. Les critiques ne tardèrent pas après la victoire de Tindiban. Certains observateurs occidentaux affirmèrent que le succès de l'Alliance du Sahel n'était qu'un effet de surprise, une victoire ponctuelle impossible à reproduire. D'autres soutinrent qu'Ibrahim Traoré avait simplement remplacé une dépendance par une autre, troqué le soutien occidental contre une influence régionale trop centralisée. Ces arguments méritaient d'être examinés, car c'est en les affrontant qu'un modèle devient solide. Examinons maintenant les principales objections. La première concerne la durabilité. Oui, le Sahel avait remporté une bataille, mais pouvait-il maintenir cette cadence face à des réseaux terroristes mouvants ? La réponse résidait dans la structure même du système AES, une organisation décentralisée fondée sur la coordination locale. Les centres de commandement étaient interconnectés, chaque brigade pouvait agir sans attendre d'ordre venu du sommet. Cette flexibilité héritée du terrain constituait la meilleure garantie de longévité. La deuxième objection porte sur le manque de ressources. Les détracteurs rappelaient que les budgets militaires du Ménipcha, du Mali, du Niger et du Burkina Faso restaient inférieurs à 1% du PIB. Mais c'est précisément cette contrainte qui avait favorisé l'innovation. Drones recyclés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable. L'ingénierie frugale s'était transformée en avantage compétitif. Comme le répétait Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. La troisième objection concerne l'isolement régional. Certains craignaient que l'AES ne coupe le Sahel du reste du continent. Pourtant, le mouvement inverse s'esquissait déjà. Les universités africaines étudiaient le modèle Tindiban comme un cas d'école de stratégie endogène. Le Ghana, la Guinée et le Tchad y voyaient la preuve qu'une coopération sud-sud n'était plus un slogan, mais une méthode. Ainsi, face aux critiques, Ibrahim Traoré ne chercha pas à convaincre par des mots, mais laissa parler les faits, stabilité accrue, retour des réfugiés, reprise des marchés. La meilleure réponse à la controverse fut la continuité des résultats. Le midpoint de Tindiban ne fut pas une victoire militaire, mais un basculement moral. La peur venait de changer de camp. Dès le lendemain de la bataille, les radios locales diffusèrent des images de villages repeints, d'écoles rouvertes et de marchés réanimés. Le symbole était fort. La reconstruction commençait avant même la fin des décombres. Pour la première fois, l'Afrique n'attendait plus l'approbation du monde pour célébrer sa résilience. Mais le choc le plus profond fut intérieur. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover et gagner sans tutelle. Cette idée, invisible mais contagieuse, s'étendit bien au-delà du Sahel. Les analystes parlèrent d'un syndrome Tindiba, une contagion de confiance, un virus d'autonomie. À ce moment précis, le récit changea de nature. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre, mais de se maintenir debout. Et dans cette posture nouvelle, chaque soldat et chaque citoyen devenaient les gardiens d'un réveil collectif. Les répercussions de Tindiban dépassèrent largement le champ militaire. Elles se déployèrent dans 4 grandes sphères. La sphère nationale, la sphère économique, la sphère sociale et la sphère régionale. Autant de cercles où l'effet Ibrahim Traoré s'inscrivit durablement. Dans la sphère nationale, au Burkina Faso, quelques semaines après la victoire, le gouvernement lança le programme de reconstruction du Nord. 14 écoles furent rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes et des villages autrefois isolés furent reconnectés à l'électricité. Ces chiffres, modestes en apparence, marquaient le retour de l'État dans des zones abandonnées depuis des années. Lors de sa visite à Arbinda, Ibrahim Traoré serra la main des cultivateurs qui, pour la première fois depuis longtemps, parlaient d'avenir plutôt que de survie. Dans la sphère économique, la sécurité retrouvée permit la reprise du commerce régional. Le trafic transsaharien augmenta de 27% entre octobre 2025 et mars 2026. Les camions de coton et de bétail reprirent la route vers Gao et Agadez. Des coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle. Innovation inédite dans la région.
Chaque échange redevenait un acte de confiance. Dans la sphère sociale, la dignité revint avec le bruit des marchés. Les femmes, longtemps confinées au silence, reprirent leur rôle de commerçantes et de formatrices. Les radios communautaires diffusèrent des messages d'espoir en plusieurs langues, du mouré au haoussa. Dans les écoles, on enseignait désormais la bataille de Tindiban comme un chapitre d'histoire contemporaine, symbole d'unité et de stratégie africaine. Ibrahim Traoré y figurait non comme un héros solitaire, mais comme le catalyseur d'une intelligence collective. Dans la sphère régionale, les armées du Mali et du Niger adoptèrent la doctrine Tindiban, frapper court, coordonner large, compter sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets conjoints. Les chefs d'État du Ghana, de la Guinée et du Tchad vinrent observer ce modèle inédit. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cessa d'être classé zone rouge et fut redéfini comme région de transformation stratégique. Ces résultats n'effaçaient ni la pauvreté ni les tensions, mais ils changeaient le vocabulaire collectif. Le mot crise reculait, celui de construction progressait. Sous la phrase « Nous avons cessé d'attendre », la marque d'Ibrahim Traoré s'imprimait comme une signature invisible, celle d'un homme ayant transformé la douleur en méthode et l'espoir en système. L'avenir du Sahel après Tindiban se dessine selon 3 trajectoires possibles. Une voie prudente, une voie ambitieuse et une voie critique. Ibrahim Traoré le répète souvent. Notre objectif n'est pas la victoire finale, mais la stabilité mesurable. Commençons par la voie de la consolidation. L'AES maintient la coordination militaire actuelle tout en développant ses infrastructures civiles. Les effectifs conjoints du Burkina, du Mali et du Niger demeurent autour de 40 000 hommes soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité, sécuriser les routes commerciales et renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario repose sur un financement interne suffisant et une cohésion politique stable. Il privilégie la prudence plutôt que l'expansion. Passons maintenant à la voie de l'expansion régionale. Le modèle Tindiban inspire d'autres États. Ghana, Tchad, Guinée. Une coalition plus large formerait un pôle de sécurité ouest-africain indépendant. Les ingénieurs du Sahel partageraient leur technologie de surveillance. Les académies militaires diffuseraient la doctrine intelligence, mobilité, unité. Dans cette hypothèse, la croissance régionale pourrait dépasser 4%, portée par la réouverture complète des corridors transsahariens et le retour des échanges agricoles. Mais cette réussite suppose un consensus rare, confiance entre partenaires et neutralisation des ingérences extérieures. Enfin, examinons la voie de la pression et de la fragmentation. Les sanctions économiques, la désinformation étrangère et les divergences politiques pourraient fragiliser la cohésion interne. Des tensions entre commandements nationaux ralentiraient les opérations communes, réduisant l'efficacité de l'AES. Une baisse du moral ou du financement risquerait de réinstaller le Sahel dans une spirale de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, ce risque est réel. Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces 3 scénarios ne s'excluent pas. Ils forment la carte mentale d'un continent apprenant à planifier son avenir sans traducteur. Et derrière chacun d'eux plane une même question. La stabilité du Sahel peut-elle devenir un modèle africain durable ? Ce que Tindiban a déclenché dépasse les statistiques militaires. C'est une émotion collective, une fibre intime. Dans les villages du Nord, on raconte que le soir, on entend à nouveau les tambours, les rires et les prières. Des sons ordinaires redevenus les battements d'une renaissance. Les femmes, jadis confinées à la peur, réorganisent notamment des marchés, enseignent l'écriture, créent des coopératives de moments de couture. Les enfants jouent dans des cours d'école, repeintent ou flottent les drapeaux du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, conscient de cette dimension, multiplie les visites sans protocole. Il s'assoit sur des nattes, écoute les anciens et parle de patience, de travail, de dignité. Chaque échange devient un acte politique. Redonner une voix à ceux qu'on n'entendait plus. Un instituteur de Guibo lui a dit un jour « Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers. Maintenant, ils dessinent les nôtres. »
Cette phrase, reprise par les radios communautaires, résume l'évolution psychologique d'un continent. Dans les grandes villes, l'impact prend une autre forme. Les jeunes entrepreneurs montent des startups de sécurité numérique, les journalistes créent des collectifs d'investigation, les artistes peignent la victoire de Tindiban comme une allégorie du courage africain. La victoire devient un levier social, non pas un cri de triomphe, mais une discipline du possible. Si eux ont réussi, pourquoi pas nous ? C'est ainsi que le récit d'Ibrahim Traoré quitte le registre militaire pour devenir une pédagogie de la dignité partagée, une invitation à croire de nouveau en soi. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré présenta un plan articulé en 5 étapes simples mais exigeantes. Chaque verbe devint une boussole. Comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. La première étape consiste à comprendre. L'AES mit en place un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région disposait d'un comité réunissant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. Objectif : identifier les besoins prioritaires avant toute opération, afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. La deuxième étape vise à stabiliser. Les zones libérées servirent de laboratoire. Des patrouilles mixtes Burkina, Mali, Niger assurèrent l'ordre public pendant 6 mois avant le relais civil. Ce protocole, appelé transition apaisée, réduisit de 40% les incidents post-conflit. La troisième étape est de produire. Les anciens dépôts militaires furent convertis en ateliers agricoles et en centres de maintenance. Chaque base rendue productive devenait un symbole d'autonomie. La quatrième étape concerne la formation. Des académies locales intégrèrent les méthodes Tindiban dans leur programme. Jeunes officiers, techniciens et civils y apprenaient la même équation. Intelligence, mobilité, unité. La cinquième étape est celle de la transmission. Des partenariats furent lancés avec des universités africaines pour documenter cette expérience et diffuser la doctrine AES au-delà du Sahel. Ainsi, la victoire cessa d'être un instant pour devenir une méthode, une architecture vivante de la souveraineté mesurable voulue par Ibrahim Traoré. Le cercle se referme là où tout avait commencé, sur la poussière de Tindiban. Le désert, autrefois synonyme de mort et de résignation, est devenu le théâtre d'une renaissance. Ibrahim Traoré y retourne parfois, non pour commémorer, mais pour observer le silence qui suit les victoires durables. Autour de lui, les mêmes dunes, les mêmes vents, mais un peuple différent, debout, lucide, fier. Dans une école reconstruite, un enfant lève la main et demande « Capitaine, est-ce que le courage peut se mesurer ?» Il sourit avant de répondre « Oui, quand il se partage ». Cette phrase, simple mais éclatante, résume tout le projet de Tindiban, transformer la douleur en méthode et la solidarité en stratégie. Ainsi, le Sahel ne regarde plus le monde avec supplication, mais avec équité. Le symbole du désert s'est inversé. Il n'est plus un vide, mais une matrice. Et dans chaque souffle chaud qui traverse la plaine, on entend encore l'écho discret du nom d'Ibrahim Traoré, non comme celui d'un conquérant, mais d'un bâtisseur. Le destin du Sahel ne se joue plus dans les chancelleries, mais dans les villages, les écoles, les mains qui bâtissent. La victoire de Tindiban n'a pas seulement redonné confiance à un peuple, elle a révélé une idée contagieuse, celle qu'un continent peut écrire ses propres standards. Aujourd'hui, le monde observe, parfois avec scepticisme, cette expérience d'autonomie en marche. Mais au-delà des chiffres, une question demeure. Le courage collectif peut-il devenir une ressource durable ? Ibrahim Traoré répond par les actes, non par les discours. Chaque route réparée, chaque élève formé, chaque décision locale prise sans intermédiaire devient un fragment de cette souveraineté mesurable qu'il appelait de ses vœux. Le Sahel n'est plus seulement une zone sur la carte, c'est un laboratoire de dignité partagée. Et si cette renaissance africaine n'était pas une exception, mais un commencement ? La réponse appartient à ceux qui, demain, choisiront d'y croire et d'y participer. En octobre 2025, le désert de Tindiban a tremblé comme si la chaleur elle-même annonçait un changement pour le Sahel. 12 drones dans le ciel, 9 centres de coordination reliés et 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Un record silencieux mais historique. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé la peur en méthode mesurable ?
jusqu'à verrouiller Tindibane sans perte humaine et avec 287 positions ennemies neutralisées. Ce jour-là, le Sahel a compris que la vitesse et la coordination pouvaient devenir des armes de souveraineté. Sous le soleil implacable de Tiban, une idée nouvelle prit racine. La sécurité ne devait plus être importée, mais bâtie de l'intérieur. Ibrahim Traoré, fils de la poussière du Burkina Faso, promit non pas une victoire héroïque, mais une reconstruction mesurable fondée sur la coordination et la dignité.